Merci beaucoup pour ces mises en situation puis ces introductions extrêmement intéressantes et disciplinées. Merci beaucoup. I'm going to be speaking in English, but I'm not going to be speaking long. Catherine has pointed out that I'm not only the time ogre, I'm also the gender ogre for this meeting. And, but I think I already scared Laurent and Michael sufficiently that I don't really have very much to add. And in a few minutes, I'm going to be opening this up to discussion. I did have a few little reminders to make coming from the work that I did in the olden days when I was part of a group studying gender and occupational health. I want people to remember about tipping because pourboire, because in our studies with food service, we've noticed that tipping is a practice that confuses the employer-employee relationship. In Quebec, more than half of workers, food service workers' revenues come from tipping, which means that it's a piecework occupation, essentially, but also that it is economically insecure and unpredictable. And as I say, it's another source of confusion in the employer-employee relationship, especially since in Quebec regulations say that workers who receive tips can be paid less than other workers. I want to remind us that last night Laurent mentioned that part-time work confuses exposure measurements and how exposure to carcinogens is treated. And Anna Maria Seifer, who is here, was one of the first people to point out that when you work part-time, you so often are working in peak periods where exposures are much higher, and that therefore you can't conclude that somebody who works half-time is half as exposed. Similarly, Dominique Cobaret has been pointing out, looking at teachers, to the fact that part-time teachers are preferentially asked to do unpaid work for their employer and therefore may end up working the same number of hours, just being paid half as much. And in this area of forced unpaid work, we can also look at the study recently done by Martin Chedouin, showing that because of the technical ways that work is quantified in the hospital sector, hospital workers who care about their patients end up doing an awful lot of unpaid work for their employers. And that's also true in the video game industry, where we are talking about 70 and 80-day work weeks for the paid employer, only about half of which is paid. And finally, on an optimistic note, because I think both Laurent and Michael wanted to depress us, and I've been cooperating with that, when we talk about irregular work places, there's another word that I would like everybody to be conscious of, which is irregular and unpredictable. And when it's unpredictable, that means it's economically unpredictable as well as being impossible for work-family, work-life balance. And I'm sure all you legal beagles know about it, but there is a new law in San Francisco regulating the unpredictability of work schedules in the retail sector, and there are also some pilot projects being done by UCFW in Toronto in this area. Is it UCF? Anyway, TUAC in Toronto. So, yeah, United Food and Commercial Workers in Toronto have some pilot projects on this, and so this may be an optimistic note. So I guess I have a question for Michael, and then everybody else can ask questions, okay?
Oh, and there should be a microphone in the room, and we are going to hope it works now. Is there a microphone? There is a microphone. It's over there. And so, Michael, I was curious about, you described the sweatshops as being female work, and yet today, is it possible that today the new thing is that it's being transferred to men's jobs as well, or? Yeah, it's a good point. One of the ironies of why precarious work is getting more attention is, I think, because more males are getting pushed into that sort of work. So there were mix in the sweatshop industry. There were males working in, and there were many immigrants, which I didn't mention, from Eastern Europe in the London sweatshops too. But yeah, does that answer your question? Thank you. Okay, now we're going to open it up to the floor, and I would like people who are asking questions or making comments to identify themselves. Si vous allez poser une question, faire un commentaire, veuillez, s'il vous plaît, donner votre nom et peut-être là où vous travaillez ou quelque chose qui nous dit qui vous êtes. Oui, bonjour. Je suis Jean Artaud, je suis professeur à l'École de technologie supérieure à Montréal, une école d'ingénieurs. J'ai été pendant 20 ans chercheur à l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail du Québec, donc qui est l'équivalent de l'INRS en France, NIOSH aux États-Unis, et ainsi de suite. Depuis plus de 30 ans, je fais entre autres, comme passe-temps, de la normalisation technique, donc d'écrire les normes qui définissent les caractéristiques techniques d'équipement, entre autres en santé et sécurité du travail. Mon intervention vise, en fait, confirme beaucoup de ce qui a été avancé, et c'est à partir de mon point de vue de ma pratique où j'arrive, dans le fond, je converge à peu près vers les mêmes conclusions que vous. En santé et sécurité du travail, on utilise beaucoup la législation par renvoi, ou ce qui est appelé en anglais Legislation by Reference, où on renvoie, entre autres, à des normes techniques. Ça va se décliner de la façon suivante. Le travailleur doit porter un casque de protection conforme à la norme CSA 1 numéro, ou la norme EN. Donc, nous, dans les comités de normalisation, on définit les caractéristiques techniques de cet équipement. Qu'est-ce qu'une norme? C'est un document adopté par consensus des fabricants, des utilisateurs, des organismes de réglementation et des membres d'intérêt général. Ce que je constate, c'est que les organismes de réglementation, regulators, ne viennent plus aux réunions à cause de compression budgétaire. Donc, consensus, il y a un des 4 groupes qui est absent. Les utilisateurs sont peu présents, les syndicats sont absents. Donc, on se retrouve avec, en gros, les fabricants qui sont très présents. Et qui plus est, dans le domaine qui me préoccupe, il y a un fabricant qui maintenant concentre 60% de la production mondiale. Les instituts publics ne sont plus présents pour produire des résultats de recherche. Hier, quelqu'un parlait de la qualité des données. Sur les équipements techniques, nous souffrons du même problème. Ce sont les fabricants qui développent les méthodes d'essai qui vont servir à approuver leurs propres équipements. Chercher le conflit d'intérêts. Donc, ce n'est plus un consensus balancé des produits, des parties prenantes. Qui plus est, la normalisation technique s'oriente de plus en plus sur des normes qui ne sont pas des normes de produits, mais des guides de bonnes pratiques qui définissent le quand, le qui, le comment, donc les comportements à avoir en termes de santé et sécurité du travail. Donc, les législateurs se déchargent de leurs responsabilités sur des comités techniques qui ne sont plus le reflet du consensus des parties prenantes de la société. Merci.
Merci. Oui, je vous remercie pour votre intervention et c'est certainement un problème très important en Europe. Donc, une partie de la législation fait référence aux normes techniques. Je pense par exemple aux équipements de protection respiratoire. Donc, nous avons des règles tout à fait générales dans la législation européenne et après, la mise en œuvre de ces règles va dépendre de la normalisation technique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, comme vous le dites, en Amérique du Nord comme en Europe, ce sont un petit nombre d'entreprises qui sont dans une situation pratiquement de monopole de production des équipements de protection respiratoire qui vont dicter les normes techniques. Et lorsque les ergonomes vérifient les classes de protection qui sont associées à un certain nombre de produits, ils constatent de façon systématique que la protection réelle dans des situations réelles de travail n'a rien à voir avec la classe de protection qui a été attribuée à un produit sur la base essentiellement de techniques de laboratoire. Et donc on voit que dans la réalité, vous utilisez à ce moment-là des équipements de protection respiratoire et il y a eu notamment des travaux importants qui ont été faits parmi les agriculteurs qui sont exposés à des pesticides et que la protection que ces équipements sont supposés vous apporter est tout à fait illusoire et même à la limite ça devient un facteur de danger supplémentaire parce que vous croyez que vous êtes protégé par les équipements de protection respiratoire alors qu'en fait vous n'êtes pas protégé. Il y a même des cas paradoxaux où les EPI accroissent le risque. Ils accroissent le risque parce que dans les situations réelles de travail, si on devait respecter à la lettre les règles d'utilisation des EPI, il faudrait sans arrêt changer d'une combinaison d'un équipement à l'autre, ce qui évidemment est impossible à faire dans la pratique. Et donc là, le problème que vous posez, c'est à la fois un problème du point de vue de l'efficacité des règles en santé et sécurité au travail, puisqu'en déléguant de façon excessive aux organismes de normalisation, c'est clair qu'on a perdu une partie de l'efficacité dans les règles existantes, mais il y a aussi, je dirais, un problème de démocratie, puisque en fait, la législation qui est supposée quand même permettre une certaine participation démocratique à travers des instances parlementaires, etc., est court-circuitée par des institutions de normalisation dans laquelle la participation disons, d'autres parties que les industriels est très faible. Alors nous, en tant qu'organisation syndicale en Europe, peut-être que là, il y a une petite différence avec l'Amérique du Nord. Donc nous sommes parvenus à maintenir une certaine présence dans les organismes de normalisation. Donc ça a été une bataille politique pour avoir cette présence. Et notre souci constant, c'est qu'il y ait une obligation de faire remonter les données à partir des situations réelles de travail. Autrement dit, de ne pas laisser les techniques de tests en labo devenir l'instrument, je dirais, dominant pour établir des règles, des normes techniques, mais au contraire de dire il faut reprendre les situations réelles d'exposition ou les situations réelles de travail, et c'est à partir de ces situations réelles que l'on peut discuter si une norme technique est correcte, peut atteindre ses objectifs ou au contraire est contestable. Et dans la majorité des cas, on voit que les normes techniques sont effectivement très contestables. Si, Samy. Je suis là, Karen. Ah, ok. Voilà. Pour prolonger dans ce débat, c'est vrai que on peut être extrêmement inquiet de ce qui se passe au niveau de la normalisation technique. Je vais prendre un autre exemple qui est celui de l'amiante, pour lequel pendant des années on a préconisé un type d'équipement au niveau des masques qui était censé protéger contre l'exposition respiratoire, jusqu'à des campagnes qui ont été faites par le ministère du Travail, enfin à l'initiative du ministère du Travail, avec des inspecteurs du travail qui ont fait des relevés et qui se sont aperçus que dans 75% des chantiers, la protection
respiratoire n'était pas suffisante. Et ça, c'était lorsque la norme était la norme des fibres longues à 5 microns simple. Maintenant, on sait avec un outil plus performant qui est le microscope électronique que pour 10% de fibres longues, on a 90% de fibres courtes ou fines. Et sur les chantiers de désamiantage, c'est une véritable catastrophe. Les masques qui sont utilisés, et j'en parle ici parce que nous sommes tous confrontés au problème de l'enlèvement ou de la gestion de l'amiante en place. Et ça joue pour des chantiers de type amiante-ciment, flocage, où là on sait à peu près ce que ça donne, mais malheureusement, sur tout ce qui est amiante dans des dalles de sol, amiante dans des cols, des peintures, etc., très souvent, la protection ne commence à être envisagée qu'une fois qu'on s'est aperçu que le chantier était gravement contaminé. Donc, je vous alerte là-dessus parce qu'en France, il y a une situation... Alors, actuellement, il y a un travail qui est fait par l'Institut national de recherche sur la sécurité sur trouver le meilleur dispositif, le meilleur masque. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, je crains qu'on perpétue l'épidémie de cancer lié à l'amiante justement à partir des chantiers de désamiantage. Et c'était déjà notre crainte dans les années 90 quand le mouvement contre l'amiante a redémarré en France. That was Annie Tebomani, who was one of our speakers yesterday evening on occupational cancer. Anna Maria Seifer de la Confédération des syndicats nationaux. Je remercie beaucoup Laurent et Michael et Catherine pour nous avoir tracé ce portrait-là. Je pense que c'est extrêmement important. Je voudrais revenir, je pense que à faire le lien entre ce qui a été dit aujourd'hui et ce qui a été dit hier, et le lien entre les deux conférences. Et je pense que la question de la mobilisation et la question du rapport de force est extrêmement important. Au Québec, on vit une situation dans laquelle toute la législation est complètement bloquée. Et je pense que c'est intéressant de voir que ce n'est pas juste au Québec ou au Canada, mais que c'est aussi le cas en Europe. Et ça appelle pas des solutions techniques, ça appelle quelque chose d'autre. Pour vous donner une idée, dernièrement, ils vont commencer à travailler sur la norme du bruit au Québec. La norme du bruit au Québec est une des plus hautes qui existe. Je pense que tout le Canada est à 87 décibels, alors que le Québec est à 90, chose qui est assez scandaleux. On le sait depuis des années, puis c'est complètement bloqué. Depuis des années qu'il y a des comités techniques qui se penchent sur ça et que le blocage du patronat est extrêmement grand, et ce n'est pas le seul cas. La norme de l'amiante a duré 8 ans de discussion, etc. Je ferais un inventaire et ce serait impossible. Le blocage est systématique et on est dans cette lutte-là, cas par cas, produit par produit, prenant 5, 6, 8, 10 ans pour essayer d'avancer. Et on arrive à un point où ce n'est pas efficace. On passe notre temps à essayer de combattre quelque chose qui ne marche pas. Alors la question, je pense, la question des alliances, la question de la construction du rapport de force devient quelque chose d'extrêmement important et je vous remercie d'avoir éclairé parce que ça nous donne une perspective plus large. If I could just respond to that, you're absolutely right. The standard in Australia is 85 decibels, and it was 90 and it was brought down. And one needs to note that the difference in decibels is it's an exponential scale. So every about 2.5 decibels go up, you double the noise level. So it's a huge difference between even 85 and 87 and 87 and 90. And I'm really glad you asked this question because it raises another point about the changes in work. There's been a move in
shifts, and a lot more people are working 12-hour shifts, and the 85 or 87 or 90 is a scale that's based, a standard based on exposure of an 8-hour period. Now, if you actually work a 12-hour shift, you have to reduce the noise exposure, and NIOSH did some research on this, and I think the scale they came up with is that if you have to, I think they were working on 90 and they had to bring it down to about 87 point something to get an equivalent. So if somebody's working 85 decibels or working in a noise environment with 85 decibels in 8 hours, then it has to be reduced. No, it was 82.3 to get it down to what would have been equivalent over a 12-hour shift when you're taking in the exposure period and the non-exposure period. And let's put it in another context. We've known for some period that noise levels as low as in the 70s and the low 70s will cause permanent hearing damage. So we've talked a lot about evidence, but this is another example of an area where we've had very good evidence for a long time, and the campaign, we need to mount some more campaigns over these issues, and that a lot of permanent damage is being done to workers even under the so-called existing protective standards, which of course under the red tape debate they're trying to wind back. Je ne sais pas si je vais le dire en français ou en anglais, mais je pense que je vais le dire en français, mais lentement, parce que je trouvais la question d'Anna Maria sur la question de la surdité, c'était important, et l'exposition aux décibels, mais ce qui sous-tend la réalité québécoise, et c'est en lien avec ce que Laurent a dit, lorsque on a les accords syndicaux patronaux comme voie d'évolution de la réglementation, c'est vraiment ça qui sous-tend en partie la paralysie québécoise. J'aimerais peut-être entendre Laurent sur une paralysie potentielle, mais juste pour vous donner une idée, la liste de maladies professionnelles qui peut se faire évoluer par règlement chez nous, on a ajouté les verrues plantaires depuis 1985, point à la ligne. Il y a comme cancer, il y a aussi le cancer pulmonaire relié à l'amiante, point à la ligne, et pour le reste, c'est des débats. Alors, l'évolution au nom d'une solidarité syndicale patronale, ce que David a évoqué hier soir, qu'on partage nos intérêts et donc on va réglementer dans l'intérêt collectif de l'usine, donne l'exemple que tu viens de donner sur la lenteur d'évolution des normes. Et j'aimerais savoir de Laurent si en Europe, les réflexions sur le paritarisme, qu'est-ce que ça te dit, quoi? Oui, c'est certainement un débat en Europe parce qu'il y a une longue tradition de gestion paritaire de la santé au travail, aussi bien du point de vue de la prévention que du point de vue de l'indemnisation des accidents et des maladies professionnelles. Et cette tradition a eu un effet paralysant à différents moments. Il y a, je me souviens, il y a quelques années, un groupe au Royaume-Uni avait publié un document dont le titre était très révélateur, c'était Consensus Kills, le consensus vous tue. Et c'est vrai. Donc dans toute une série de domaines, le rapport de force aujourd'hui avec le patronat fait que si l'on cherche un consensus, c'est un consensus qui va aller vers une réduction des niveaux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Alors, au sein du mouvement syndical, vous pouvez bien imaginer, en Europe, il y a une très grande diversité d'organisations, de traditions, de cultures, d'orientations politiques, et donc il n'y a pas une vision unanime sur cette question-là. On a des exemples positifs et on a des exemples négatifs. Donc on a des exemples positifs, c'est-à-dire des exemples où on est parvenu à développer des stratégies syndicales autonomes qui soient des stratégies de rupture par rapport à la recherche d'un consensus avec les employeurs. Et je pense que sur la question des substances chimiques et la question des cancers, ça c'est aujourd'hui une tendance forte au sein du mouvement syndical européen, mais qui n'a pas été du tout facile. Et donc ça n'a pas... voilà, c'était tout un combat à l'intérieur même
du mouvement syndical. Par contre, par exemple, sur la question de l'indemnisation des maladies professionnelles, ce sont des systèmes dans chaque pays d'Europe qui sont gérés paritairement, et dans un certain nombre de pays, et je dirais dans un nombre important de pays, on voit que les représentants syndicaux qui siègent dans les organes d'administration de l'indemnisation des maladies professionnelles finissent en quelque sorte par s'identifier avec l'institution. Donc je me souviens d'une discussion il n'y a pas si longtemps en Belgique, après la publication d'un rapport sur les discriminations dont sont victimes les femmes en matière de maladies professionnelles, et une personne représentant le mouvement syndical au sein de l'organisme d'indemnisation des maladies professionnelles m'a dit « Bon, les arguments sont peut-être bons, mais qu'est-ce que ça va nous coûter ?» Alors, vous vous rendez bien compte du niveau d'identification qu'avait cette personne avec l'institution, puisque l'objection n'était pas sur le fond même. En gros, cette personne était d'accord avec les critiques qui étaient faites au système d'indemnisation des maladies professionnelles, mais déjà, elle faisait les calculs, oui, mais si aujourd'hui, en gros, en Belgique, on est dans les 400 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à l'indemnisation des maladies professionnelles, si on devait avoir une politique égalitaire, on irait vers les 600 ou 700 millions d'euros. Le chiffre exact, évidemment, je l'ignore, mais enfin, en tout cas, on devrait mettre plusieurs centaines de millions d'euros en plus dans les systèmes d'indemnisation des maladies professionnelles. Et donc là, c'est clair que dans je veux dire, voilà, le syndicalisme lui-même, il est traversé par des visions politiques différentes, par des traditions politiques différentes, et c'est clair que, voilà, il y a des luttes constantes pour arriver à développer une stratégie qui soit complètement autonome de la part des syndicats. Et personnellement, je crois que le mot d'ordre qui a été lancé en Italie il y a une quarantaine d'années reste tout à fait actuel, c'est-à-dire la santé ne se vend pas. Autrement dit, la santé ne doit pas faire l'objet de négociations paritaires, en tout cas sur le contenu même, le niveau de la protection. On peut évidemment négocier paritairement le nombre d'heures de formation des représentants dans les comités de sécurité et hygiène ou le type d'information qui sera mis à leur disposition. Mais sur le niveau même, l'exigence de protection de la santé, là, il n'y a rien à négocier. C'est quelque chose qu'on doit imposer et il faut le faire à travers des mobilisations. Okay. Thank you very much, everybody, and you'll have more time for discussion later in the morning. Right now, we're going to take our break, and we're going to come back at 11 o'clock. There's coffee in the back. And there's coffee in the back. Entre autres? I hope. You hope. Catherine hopes that there is coffee in the back.